La science biologique reconnaît que la cause du phénomène des jumeaux lui échappe et que toutes les explications qu'elle donne ne sont pas définitives. Que nous dit la philosophie? Nous parlons du statut mythique et scientifique de la gémellité et c'est sur la dualité. Merci de nous regarder. Avec le professeur Jean-Pierre Mayele-Hilo, notre invité. Merci d'accepter notre invitation. Bienvenue. Merci. Je rappelle que statut mythique et scientifique de la gémellité fut votre thèse en 1997. Nous sommes à l'Université libre de Bruxelles, mais transformé aujourd'hui en livre publié en 2001. Vous êtes actuellement le président du conseil du comité de gestion donc, de l'université de l'ISP, Lubumbashi. Avant, vous étiez secrétaire général académique. Et puis avant, vous étiez aussi chef de département, de la faculté du département de la philosophie à l'université de Lubumbashi, où vous êtes enseignant, aussi à l'ISP Lubumbashi. Alors, professeur, pourquoi jusqu'à ce jour, la condition gémellaire reste entourée d'une aura de mystère, prônée d'ailleurs par la science? Merci beaucoup. Et effectivement, là, il y a un problème qui se pose, pas seulement pour nous, les Congolais, mais pour le monde entier. C'est le monde entier qui se pose la question de savoir quel est ce mystère autour des jumeaux. Les médecins, les biologistes eux-mêmes se posent la question. Dans nos traditions, selon nos mentalités, nos manières d'accueillir les jumeaux traduisent aussi ce mystère des jumeaux. Alors, la question est posée, qui va répondre? Pour essayer d'y voir un peu clair, en ma qualité de philosophe, et je n'ai pas choisi d'aller faire le travail du biologiste, de l'embryologiste sur terrain. Et je n'ai pas non plus préféré aller faire le travail de l'anthropologue sur terrain, ni du sociologue, ni du psychologue, qui, eux, chacun dans sa discipline, a pu se prononcer sur ce phénomène. Je me suis contenté de faire un travail à mon niveau de philosophe, c'est-à-dire une réflexion au second degré. Au second degré, c'est-à-dire je prends en compte exclusivement le discours du scientifique, entendez par là l'embryologiste et le scientifique en général. Oui. Ensuite, la pensée archaïque, c'est-à-dire nos mentalités, nos cultures, qu'est-ce qu'on dit? J'ai eu à faire un tour de plusieurs pays d'Afrique. Pays d'Afrique. Oui, au Mali, en Afrique du Sud. Oui, au Cameroun, un peu partout Congo, et même en dehors de l'Afrique. Oui. Je suis allé même en Inde, en Amérique latine, pour voir comment les traditions, la mentalité archaïque considèrent les jumeaux. Ensuite, j'ai examiné le discours du scientifique, c'est-à-dire de l'embryologiste et du spécialiste de la biologie. Les uns et les autres me disent ceci. Côté science d'abord. Côté science, on dit qu'il y a deux types de jumeaux. Ceux qu'on appelle des vrais, parce qu'ils sont de même sexe, et ceux qu'on appelle des faux, parce qu'ils sont de sexes différents. Bon, il y a beaucoup à nuancer là-dedans. Mais globalement pris, quand on prend ceux qui sont de même sexe, la biologie explique qu'ils sont issus d'une division de l'embryon qui est né à la suite de la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. C'est-à-dire qu'à ce stade-là, dès qu'il y a fécondation, il y a la formation d'un zygote, c'est-à-dire de l'œuf, et brusquement, au cours de l'évolution, assez tôt d'ailleurs, de cette évolution, on constate que l'embryon se subdivise en deux. Et c'est là que se pose le problème. Les scientifiques eux-mêmes n'ont pas toute l'explication de ce phénomène. Mystère, même pour les scientifiques. Vous prenez des côtés de ceux qui sont à fond archaïques. Non, pas nécessairement, parce que du côté science, il y a ceux qui sont des jumeaux de même sexe, ceux qui sont de sexes différents. Oui. Globalement, des côtés de ceux qui sont de sexes différents, on dit toute la problématique commence
quand une femme a 2 ovulations par mois, alors qu'habituellement, il ne peut y en avoir qu'une seule. Tout à fait. Alors la question s'est posée, pourquoi pour certaines femmes, il y a 2 ovulations par mois au lieu d'une seule, naturellement et habituellement? On a constaté que ce phénomène est beaucoup plus remarqué en Afrique. On a constaté qu'effectivement, en ce qui concerne cette problématique des jumeaux dits faux, parce qu'ils sont de sexes différents, Oui. que c'est en Afrique particulièrement, surtout dans la race noire, qu'il y a un taux de naissance le plus élevé au monde. Oui. Et surtout en Afrique noire, au Nigeria, chez les Yoruba, que c'est là qu'on trouve le taux le plus élevé du monde de ces jumeaux. On a fait des enquêtes, on a émis des hypothèses pour vérifier pourquoi il y a là-bas ce taux élevé de naissance de ces jumeaux-là. Recherche faite, conclusion, ce n'est pas évident qu'il y a une explication claire. Alors, moi, en tant que philosophe, je tire la conclusion. La science me dit qu'elle n'est pas capable d'expliquer définitivement la cause du phénomène des jumeaux. Je mets ça au frigo. Je m'en vais voir les afro archaïques. Oui. Ethnie par ethnie, selon le pays. Là, on me tient un discours qui se résume en ceci. Les jumeaux sont des êtres spéciaux. Ils sont spéciaux parce qu'ils naissent à 2. Alors qu'habituellement, quand il y a une grossesse, on s'attend à un enfant. Et voilà que la surprise, que ces 2 enfants, surtout que dans nos milieux, autrefois, on n'avait pas de machines pour vérifier à 2 mois de grossesse si ce sont des jumeaux qui vont naître ou pas. Donc, on est surpris de voir qu'il y a 2 enfants alors qu'on attendait un seul enfant. De manière globale, on dit ceci, les jumeaux sont des enfants extraordinaires. Et pourquoi sont-ils extraordinaires? Parce qu'ils viennent d'ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que cet ailleurs? Cet ailleurs, c'est le monde invisible. Mais dans le monde invisible, qui s'occupe des jumeaux? On dit que c'est soit Dieu lui-même, soit les ancêtres, soit les esprits, soit les génies. Mais en tout cas, les jumeaux ne sont pas nés comme les autres enfants. On va y revenir. Encore un mystère. Alors, à partir de là, je me dis, tiens. Donc, de part et d'autre, on n'a pas de solution. Mais puisque dans nos traditions, ce phénomène est associé à des traditions, à des cultures, notamment ayant trait à la mythologie, je me suis posé la question comme philosophe, mais pourquoi ce phénomène qui est d'ordre biologique est-il lié à une histoire de mythologie qui n'a pas de lien direct avec la biologie? Et c'est là toute la problématique de la thèse. Parfaite problématique. Et tout au long de cette thèse, justement, ça c'est juste le livre, mais la thèse, elle est à 2 tomes. Les statuts mythiques et scientifiques de la gémellité, tout au long de la lecture, j'ai constaté une chose, vous refusez la conception dévalorisante du mythe. Est-ce votre plus grand progrès philosophique aujourd'hui? Oui, je peux l'affirmer, parce que cette thèse, quand elle a été produite, quand elle a été soutenue à l'Université libre de Bruxelles, elle m'a valu la reconnaissance et l'applaudissement des membres du jury. Je ne m'y attendais pas naturellement, mais on m'avait dit dès le départ que si ma thèse n'était pas telle qu'elle soit directement publiée, ça ne valait pas la peine d'en faire une. J'ai remis en question la conception traditionnelle du mythe. Selon cette conception, tout le monde le sait, il suffit de lire les dictionnaires et les encyclopédies, que le mythe est un récit qui raconte des histoires qui se sont passées il y a X temps. Je dis non, ce n'est pas ça le vrai mythe. Ça, ce n'est qu'une des expressions du mythe. Une façon pour le mythe de s'exprimer. Mais le mythe lui-même est beaucoup plus riche. Beaucoup plus riche, c'est-à-dire, c'est une réalité. Si nous prenons
les mythes, c'est-à-dire des récits anciens qui parlent de ces choses qui se sont passées il y a X temps. La question qui se pose aux chercheurs, la première question, mais puisqu'on dit que ces choses se sont passées il y a X temps, à l'origine même de l'univers, première question banale et spontanée, mais qui était là? Qui a vu ça? Il n'y a pas de réponse à ça. Il n'y a personne qui peut répondre pour dire, moi j'étais là, j'ai vu comment le monde a commencé, comment les choses ont commencé. Par conséquent, ce discours qui est tenu pour parler de ces choses-là peut être considéré que, raisonnablement comme une hypothèse explicative de l'origine de ces choses. Et c'est là que ma recherche fonde la recherche actuelle. En fait, dans la mythologie ou dans les récits, autrefois, on était en train de faire une démarche pour connaître. Et cette démarche-là n'a pas donné des résultats conclus parce que personne n'était là. Comme une hypothèse scientifique, pour qu'elle soit validée, il faut donner des preuves. Pour dire, voilà, nous avons émis une hypothèse, nous avons trouvé des éléments qui confirment ou infirment l'hypothèse. Oui. Mais en ce qui concerne les mythes, il n'y a pas moyen de faire ça. Donc, ces récits-là ne sont qu'une forme expressive du mythe. Mais le mythe lui-même, ce sera quoi? C'est ce que je dis dans la thèse. Une structure articulée de couples mixtes, invisibles, visibles. Merci, professeur. Dans votre conclusion, une chose est intéressante. Trop rapidement, vous dites que l'afroscience, en ce qui concerne la condition gémellaire, fonctionne à la manière du mythe. Qu'est-ce que ça signifie? Bon, c'est ça véritablement la thèse que j'ai prouvée. C'est-à-dire quoi? Vous prenez le mythe tel qu'il a été défini comme récit. Vous prenez les conceptions des jumeaux, que moi j'appelle de façon résumée la gémellité. La gémellité pour moi, c'est le discours que tient d'un côté la science, de l'autre côté les traditions à propos des jumeaux. C'est ce que j'appelle la gémellité. Je regarde ce discours-là, je me rends compte que il se réfère à une explication qui n'est pas donnée. Donc, il y a un mystère qui explique les jumeaux pour la science. Il y a un mystère qui explique les jumeaux pour les traditions. Je regarde les mythologies anciennes. Là aussi, les événements dont on parle, on ne les connaît pas, mais on fait une hypothèse à travers le récit pour le connaître. Oui. Et je trouve qu'il y a une même équation partout. Inconnue sur les géniteurs, pour les jumeaux, côté science, inconnue sur les traditions, en ce qui concerne le mythe, inconnue sur les géniteurs, en ce qui concerne l'afro-archaïsme. En ce qui concerne la société congolaise actuellement, statut mythique et scientifique de la gémellité, pour quel statut mythique sur le plan philosophique pour la société congolaise? Le Ngoudi ou la condition de l'identité du créateur Maweja Nangila? C'est-à-dire, ça dépend. Maintenant, nous avons plusieurs cultures. Vous parlez de Ngoudi, vous parlez de Maweja. Selon qu'on est dans tel contexte culturel, on tient compte de ça. D'abord, la première chose, respecter d'abord les traditions avant de les critiquer et les détruire. Chercher à savoir pourquoi ils en sont arrivés là-bas. Il doit y avoir une raison. Parce que c'est depuis des millénaires que ces cultures fonctionnent comme ça. On a commis l'erreur, depuis des temps anciens, de dire que ce sont des histoires qui ne tiennent pas la route. Ce sont des gens qui sont une mentalité prélogique. On dit non. La raison humaine, et c'est ça en fait que je voulais montrer dans ma thèse, la raison humaine, l'esprit humain fonctionne de la même manière. Et en science, et dans nos traditions. Sauf que, quand il se trouve, cet esprit, face à tel ou tel objet différent, il s'adapte à l'objet. Mais son fonctionnement est le même, soumis aux mêmes lois de la raison.
Alors, ni l'hypothèse de la science ne peut être prise aujourd'hui comme exclusive, ni l'hypothèse de l'afro-archaïque. Alors, vous avez analysé leur démarche, vous continuez justement aussi à analyser leur démarche, et c'est ça l'hypothèse aujourd'hui idéale? Oui, c'est ce que je continue à faire. Maintenant, cette hypothèse qui m'a laissé un peu dans le vide, il faut que je vérifie. Je suis arrivé à la conclusion que partout, il y a une démarche. C'est la démarche de la raison, de l'esprit. Cette démarche de l'esprit cherche à connaître. C'est ça que je retiens. Aussi bien du côté scientifique que du côté des traditions, on cherche à connaître. Alors, ma réflexion actuellement, c'est de dire qu'est-ce que c'est que l'acte de connaître, aussi bien en science qu'en dehors de la science. La thèse a abouti à l'affirmation que partout il y a recherche de connaissances. Aujourd'hui, j'approfondis pour dire comment s'effectue cette opération de connaissance de l'esprit humain, aussi bien en science qu'en dehors de la science. Vous parlez des jumeaux, vous parlez de pouvoir des jumeaux, et vous dites qu'on devrait naturellement potentialiser le côté maléfique des jumeaux lorsqu'il y a des rites gémellaires. Qu'est-ce que ça signifie et pourquoi vous appuyez cette position? Bon, dans certaines traditions, je n'ai pas trouvé ça dans les traditions de notre pays, mais surtout en Afrique de l'Ouest. Il y a des cultures où les jumeaux sont considérés comme porteurs de malheur. Soit les deux, soit un de deux. Oui. Et quand un être est considéré comme maléfique, la société qui l'accueille à la naissance doit se prémunir contre le danger que représente cet être. C'est-à-dire la tradition ayant estimé que les jumeaux sont dangereux pour la société, on ne peut pas introduire un élément dangereux dans la société qui va faire de ravages. On s'arrange pour l'éliminer de la naissance. Ça, dans le cas où les deux jumeaux sont considérés comme maléfiques. Mais là où les jumeaux sont considérés tantôt l'un comme bénéfique, tantôt l'autre comme maléfique, la société également s'arrange pour éliminer celui qui est considéré comme porteur de malheur et ne garder que celui qui est porteur de bonheur. Parce que les jumeaux apportent beaucoup de chance dans la vie, beaucoup de richesses, beaucoup de biens. En ce moment-là, quand la société considère que les jumeaux sont bénéfiques, on les glorifie, on leur accorde des honneurs, on chante pour eux, ils sont considérés comme des rois, et ils ont le pouvoir de guérison, ils peuvent même attaquer les sorciers, ils sont toujours à côté des chefs. Et dans la plupart des cas, les jumeaux dans nos cultures ne sont pas très éloignés des chefs, puisque ce sont des ancêtres incarnés, et que chaque chef, pour exercer son pouvoir dans la société, doit avoir l'agrément de ceux qui sont là, des ancêtres. Or, précisément, les jumeaux sont l'incarnation des ancêtres. Conclusion, le chef, quand il est devant les jumeaux, il est devant ses chefs. Face à votre hypothèse, qui est celle d'analyser les démarches, que ce soit de la condition gémellaire dans l'afro-archaïque ou dans la science, pouvez-vous aujourd'hui appuyer le fait que la condition gémellaire puisse être dite ou soit interprétée par la diosynchrogenésie? Non, la diosynchrogenésie, c'est un terme que j'ai inventé. Okay. C'est un terme qui est inventé à partir de 3 mots grecs. Dio, qui signifie deux, synchro, qui signifie en même temps, génésie, qui signifie naissance. J'ai combiné tout en un seul mot. Maintenant, les traditions face à la situation des jumeaux actuellement, la question peut être posée, et vous faites bien de la poser. Quelle est l'attitude que nous, aujourd'hui, modernes, parce que dans nos cités, en dehors des villages,
c'est tout autre chose. Il y a la culture occidentale qui nous a influencés. Il y a les religions qui nous influencent. Et tout cela, on se dit, bon, par rapport aux traditions, est-ce que ce n'est pas des choses qui sont en rapport avec le satanisme, hein, tout ce qui est occultisme et tout. Je dis attention. Si nos traditions ont eu le génie de dire que les Jumeaux sont des êtres extraordinaires et que nous n'avons pas eu encore à prouver que cette thèse n'est pas vraie, il faut la considérer encore valable jusqu'à preuve du contraire. Et jusqu'à preuve du contraire, nous devons continuer à considérer les Jumeaux comme les représentants de ce monde-là. De sorte que, aujourd'hui, quand on se trouve en face des jumeaux ou d'un jumeau, on ne va pas nécessairement faire toutes les cérémonies autrefois, mais que chacun, chaque fois qu'il se trouve en face des jumeaux, se dit, est-ce que j'ai pensé à mes ancêtres? Est-ce que je continue à offrir un culte à mes ancêtres? Autrement dit, les jumeaux que nous voyons aujourd'hui nous interpellent. Chaque fois qu'il y a un jumeau ou des jumeaux, c'est une interpellation pour chacun. Est-ce que je continue à honorer mes ancêtres? Puisqu'ils ont donné double, au lieu d'un. Oui, alors, en ce moment-là, chacun prend ses dispositions pour voir comment il va honorer ses ancêtres. Alors, merci beaucoup, professeur, pour toute cette argumentation. Statut mythique et scientifique de la gémellité, et c'est sur la dualité. En résumé, qu'est-ce qu'on peut en retenir? On peut retenir ceci. Les jumeaux naissent dans le monde entier. Et les jumeaux, à cause de leur naissance, posent un problème. La science a essayé d'expliquer ce phénomène. Son résultat est qu'elle n'en connaît pas plus que ce que la tradition dit. Conséquence, constatons qu'il y a des jumeaux, respectons-les en tant que jumeaux, mais disons-nous toujours, ce mystère, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous interpelle. Qu'est-ce que nous devons faire? À chacun, selon son statut, selon sa condition, de chercher comment, dans nos cultures, il peut continuer à honorer ses ancêtres en regardant les jumeaux actuels. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais négliger sa culture quant à ce qu'elle dit sur les statuts des jumeaux. Pas du tout, mais pourquoi? Pourquoi les négliger? Toutes les traditions que nous avons, que nous connaissons, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Et alors, toute cette tradition qui a duré des millénaires, tous ces gens n'étaient pas bêtes. Ils n'étaient pas des gens sans intelligence. Leur esprit a fonctionné. Ils ont une expérience. Il faut respecter cette expérience. Vous allez la remettre en question aujourd'hui sur base de quoi? D'éléments que vous avez. Mais les éléments auxquels vous pouvez vous attaquer, ce sont les éléments qui ont fondé ce discours. Merci. Merci, professeur. Merci beaucoup pour le mot, la diosychrogénésie. Merci pour votre rapport qui refuse toute conception dévalorisante du mythe. Je rappelle que ce livre, Statut mythique et scientifique de la gémellité, c'est sur la dualité, fut d'abord votre thèse en 1997 à l'Université libre de Bruxelles, à 2 tomes, que vous avez finalement publié en 2001. Merci beaucoup, professeur. C'est 2000, pas 2000. En 2000, oui. Justement. Merci beaucoup pour toute l'explication sur ces livres. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Vous m'avez donné l'occasion d'en parler. Professeur Jean-Pierre Maëlé Ilo, ancien chef de département de la philosophie à l'Université de Lubumbashi et ancien secrétaire général académique à l'ISP Lubumbashi, où il est actuellement enseignant. Au revoir et au prochain numéro de votre magazine. Merci.